On va rejoindre un économiste qui est avec nous en ligne, Alexandre Kateb. Merci beaucoup de pouvoir répondre à nos Et questions lui, il cet ne sera pas après-midi sur forcément LCI. d'accord, je Vous crois. êtes économiste, professeur d'économie et de finance internationale à Sciences Po Paris. C'est quoi l'intérêt là pour la Russie? L'idée, c'est de faire des devises? L'intérêt, oui, c'est de donner accès à certaines catégories d'acheteurs, notamment les diplomates, en fait, et leurs familles, hein, puisque c'est vraiment le segment qui est visé par ces magasins, a priori. Donc, de leur donner accès à des biens qui sont aujourd'hui difficilement trouvables sur le marché russe, et cela en franchise de douane. Donc, en fait, voilà l'utilité principale de ces magasins. Je rappelle qu'il n'y en aura que deux seulement qui vont être créés. Le Pour l'instant, premier à fin du mois. Moscou et le deuxième à Saint-Pétersbourg, là où il y a des diplomates. Et donc, en fait, la comparaison avec les Berezovska de l'époque soviétique s'arrête là, parce que la situation est radicalement différente aujourd'hui, tant du point de vue de la disponibilité des devises, puisqu'à l'époque, en fait, le système des Berioska était mis en place pour drainer les devises qui étaient soit fournies par les étrangers de passage en Russie, soit par les Russes qui avaient travaillé à l'étranger et donc qui, avec leur salaire en devises, pouvaient accéder à un certain nombre de biens et l'État était intéressé de récupérer ces devises dans un système dans lequel il y avait une pénurie de devises structurelle. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous l'avez dit concernant les recettes pétrolières et gazières qui, malgré les sanctions et les différents embargos, aujourd'hui sont plus hautes que jamais. Et alimentent les coffres de l'État russe et les différentes banques qui ne sont pas soumises à des sanctions, notamment Gazprom Bank, qui joue le rôle d'une véritable banque centrale bis aujourd'hui. Il y a des alternatives également sur le marché des biens de consommation pour trouver ces fameux produits, notamment occidentaux. Les consommateurs russes peuvent recourir à Internet, au e-commerce par exemple. Un certain nombre de plateformes de e-commerce qui opèrent en Russie permettent de se procurer ces produits. Alors évidemment à un coût et avec des délais plus importants que ce n'était le cas auparavant lorsqu'il y avait des magasins physiques. Et puis la deuxième tendance, c'est que les fournisseurs en fait des grandes marques qui sont essentiellement situés en Asie ou dans d'autres pays en fait avec des capacités manufacturières importantes, eh bien ces fournisseurs-là ont aujourd'hui sauté sur l'opportunité et vendent directement leurs produits aux Russes sous des marques blanches sans passer par les réseaux officiels des grandes marques occidentales. Alexandre Kateb, Avec, oui. Alexandre Kateb, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les sanctions économiques internationales qui devaient mettre la Russie, je cite, à genoux, n'ont pas produit leurs effets? Ces sanctions rendent la vie plus difficile pour les consommateurs russes. Elles rendent la vie plus difficile pour les entreprises russes puisqu'elles les privent de l'accès au financement et aux technologies occidentales, mais elles ne les empêchent pas néanmoins de continuer leur activité parce qu'il existe des substituts, certes imparfaits, mais ces substituts existent et ont été développés depuis 2015 suite à la première crise ukrainienne. Alors, il y a même un programme de substitution aux importations qui a été lancé et qui est aujourd'hui chapeauté par la fille de Vladimir Poutine en personne. Ce programme a eu des succès mitigés. Dans le domaine des biens alimentaires, par exemple, aujourd'hui, la Russie est complètement indépendante des importations et on trouve des marques domestiques. Alors, il y a moins d'assortiments qu'avant, mais la plupart des produits qu'on trouvait avant, aujourd'hui, ont des équivalents. Y compris, et j'ai été surpris parce que je suis allé de nombreuses fois en Russie ces dernières années, on trouve même du roquefort russe. Donc, c'est pour donner un exemple assez frappant. Je voudrais quand même Pour vous les soumettre biens des chiffres. disons, électroniques,
Des Oui. chiffres qui sont à notre disposition, peut-être pour essayer de voir comment est-ce que l'effort de guerre est en train de peser sur l'économie russe. L'inflation, par exemple, on est à 17,8%, vous m'arrêtez si je me trompe. La consommation est en baisse de 10%. Est-ce que ça peut freiner, handicaper la progression de la Russie dans ce conflit? Bien entendu, ces chiffres sont indiscutables. Ils ont même été confirmés par les autorités russes et les différents organismes statistiques. Et le FMI prévoit une récession pour l'économie russe de l'ordre de 6% cette année, qui est en ligne avec les prévisions de la Banque centrale de Russie. Donc oui, la Russie connaît une récession, mais ce n'est pas un effondrement, ce n'est pas une dépression économique comme l'annonçait ou comme continue de l'annoncer certaines études ou think tanks très liés aux États-Unis et très liés à des intérêts pro-ukrainiens. Merci Alexandre Katem, merci beaucoup pour vos explications et cet éclairage cet après-midi pour comprendre la solidité ou la friabilité de l'économie russe actuellement.